Bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Léo Génin, je suis directeur associé au sein d'ICARE, ICARE Consult, qui est un cabinet de conseil en stratégie environnement qui a été créé en 2008 et qui intervient à la fois pour des acteurs publics, des entreprises et des acteurs financiers pour les accompagner dans leur projet de transition environnementale autour des grands enjeux environnementaux de notre société moderne, le climat, la biodiversité, l'économie circulaire et les enjeux sociaux et sociétaux au sens large. On a donc on remercie la PCC de nous accueillir et puis je remercie également chaleureusement nos intervenants, donc Céline Phillips de l'ADEME, qui est animatrice du secteur adaptation au changement climatique, David Laurent, qui est responsable du pôle climat et océan au sein de l'organisation Entreprises pour l'environnement, et Joséphine Brune, de la direction RSE et Innovation au sein d'ICAD, que nous avons donc sollicité pour échanger avec vous sur ces deux questions autour de la prise en compte et de l'intégration des risques physiques au sein des entreprises. Quelques éléments d'introduction sur le contexte dans lequel se situe cette webconférence. Donc, un enjeu pour les entreprises, pour l'interrogation, on va y répondre, mais ce qui devient de plus en plus clair et perceptible, ce sont les impacts réels qui touchent directement les entreprises, les organisations au sens large, avec une année 2020 assez spectaculaire à bien des égards, mais également sur le plan des événements météorologiques extrêmes qui impactent directement un certain nombre d'organisations, nos territoires et nos organisations. Avec un exemple que j'ai l'habitude de mentionner parce qu'il est assez illustratif, c'est celui, alors pas directement en 2020, mais en 2018, sur la baisse du niveau du Rhin qui a affecté de façon importante l'économie alsacienne, avec des problématiques d'étiage importantes qui ont rendu compliqué, voire rendu impossible la circulation des navires sur ce fleuve et donc impacté directement la chaîne d'approvisionnement d'un certain nombre d'entreprises sur ce territoire. Donc, les entreprises ne sont pas à l'abri des risques qui découlent de ces événements extrêmes qui sont de plus en plus fréquents. Ces risques impactent l'ensemble de la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à parfois l'utilisation des produits et des services finaux. Ces risques sont parfois, en tout cas, sont assez difficiles à appréhender. Vous avez ici une petite cartographie de la raison pour lesquelles ils ne sont pas simples à traiter. Ils sont inégaux dans la mesure où les communautés, les populations, les entreprises sont affectées de façon assez inégale par rapport à là où elles se situent, tout simplement, où se situent leurs actifs. Ils sont en général sous-estimés, malgré des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, y compris les entreprises. Ils sont encore potentiellement insuffisants pour faire face à l'ampleur de ces risques grandissants. Ils sont systémiques, bien que les impacts directs du changement climatique soient locaux, ils ont des répercussions sur d'autres régions, d'autres secteurs. Ils sont non linéaires dans la mesure où ils sont susceptibles de se propager de façon non linéaire, exponentielle, à partir du moment où certains seuils sont dépassés. Ils sont non stationnaires également, à mesure que la Terre se réchauffe, les risques climatiques vont évoluer ces impacts par la nature des trajectoires d'émissions qui sont en cours verrouillent un certain nombre de risques pour plusieurs années, plusieurs décennies. Et ils sont également spatialisés. Ils se manifestent, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau local. Et ces impacts doivent être étudiés dans le contexte d'une zone géographiquement définie. Et ça en fait aussi une difficulté par rapport à toutes les problématiques autour de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, ils sont croissants. Ces risques vont augmenter d'ici 2030-2050 et potentiellement sur la suite en fonction de l'évolution des trajectoires de réduction des émissions au niveau mondial. Ces risques sont également de plus en plus coûteux. Ici, un exemple sur la problématique en France et une citation que certains et beaucoup d'entre vous connaissent peut-être sur Henri de Castries, l'ancien PDG d'AXA, qui déclarait juste avant la COP 21 qu'un monde plus chaud de 4 degrés par rapport à l'ère industrielle
serait impossible à assurer. Donc les ordres de grandeur et les coûts associés sont significatifs et sont de nature à alerter d'ores et déjà un certain nombre d'opérateurs, à commencer par les assureurs qui, eux, sont en première ligne pour maîtriser dans la mesure du possible ces risques. Enfin, on a plusieurs facteurs et plusieurs leviers qui encouragent, face à ce constat, les entreprises, également les territoires, mais les entreprises aussi à s'adapter. Un cadre normatif et législatif qui se définit progressivement autour de la TCFD, de la taxonomie européenne, de la loi de transition énergétique en France. Ces impacts sont de plus en plus évidents et tangibles avec des conséquences directes sur les activités, comme je l'ai mentionné préalablement, ce qui est aussi un élément assez direct d'appréciation de l'exposition à ces risques. On a un certain nombre de ressources qui se structurent depuis un certain temps et on va avoir l'occasion d'y revenir avec nos intervenants. Et puis enfin, des sources de financement également potentielles qui sont en cours de structuration pour accompagner les acteurs, les entreprises, dans leur analyse, dans leur prise en compte de ces risques grandissants. Alors, premier temps pour échanger avec nos intervenants autour de ces outils, de ces ressources à la disposition des entreprises. Première question sur où en sommes-nous sur les moyens, les outillages à disposition des entreprises. Avec une première question pour David Laurent, au niveau de l'EPE, qui regroupe une cinquantaine des plus grandes entreprises françaises de tous ces secteurs. Question sur son regard qu'il porte sur l'évolution de la thématique et de la prise en compte de la thématique depuis une dizaine d'années et sur la façon dont ils ont travaillé avec ces acteurs en particulier. Bonjour Léo, bonjour à tous, merci de l'invitation. Effectivement, pour commencer, c'est une très bonne question et ce webinaire a même été l'occasion pour nous de reprendre un petit peu de recul sur ce sujet d'adaptation. Si on regarde sur les 10 dernières années un petit peu ce qui s'est passé sur le sujet d'adaptation, historiquement, au début des sujets climatiques, on peut presque dire que pendant un certain temps, ça a été un tabou, l'adaptation. On considérait que toutes les ressources qu'on allait allouer d'un point de vue, que ce soit international, national, à l'adaptation, ça allait se faire aux dépens de l'atténuation. Donc, l'adaptation a quand même une mauvaise presse pendant un certain temps. On entendait des mots type que renoncement, parce que c'était pris pour comme presque une diversion. On a senti clairement ensuite, je dirais depuis la moitié de la décennie 2010, la dialectique autour du sujet changeait, où on a bien vu quand les effets du changement climatique ont commencé à devenir matériels, tangibles, que bien sûr, il allait avoir un équilibre à trouver. L'équilibre se traduisant d'un côté par tout investir dans l'atténuation. Ça voudra dire que comme les effets du changement climatique arriveront, et du coup, ça sera sous-optimal parce qu'il faudra quand même s'adapter. Et inversement, tout mettre sur l'adaptation, ça paraissait évidemment comme un non-sens, puisque à ce moment-là, les effets deviendraient de telle ampleur qu'ils rendraient toute adaptation impossible. Donc voilà, donc il y a eu ensuite ces sujets de quel juste équilibre trouver entre adaptation et atténuation. Donc ça, on était un petit peu là-dessus, je dirais, sur les dernières années, avec un petit retard à combler du point de vue adaptation. Et de ce point de vue-là, par exemple, c'est remarquable de noter que là, en janvier dernier, il y a eu ce Climate Adaptation Summit qui s'est passé aux Pays-Bas. Voilà, c'était la première fois qu'on avait un niveau chef d'État, une telle mobilisation sur le sujet de l'adaptation. Donc voilà, aujourd'hui, on peut considérer que le sujet a vraiment progressé. Et là-dessus, on peut aussi, ça serait difficile de dire ça, mais rendre grâce au Covid, qui, malgré tous les impacts sanitaires, économiques,
a eu cet effet qui, j'espère, sur le long terme, sera bénéfique, de rendre, de rendre très tangible, in fine, tous ces risques extra-financiers qui étaient connus, mais ont longtemps été sous-considérés. Donc ça, on peut presque considérer que c'est une chance pour l'adaptation, puisque les risques physiques, voilà, du climat pourraient se retrouver finalement un peu remis dans la lumière face à ce regain d'intérêt pour les risques extra-financiers. Et c'est là clairement qu'on voit que aussi la conjonction entre les sujets et sous la houlette de ce terme de résilience, qui aujourd'hui englobe à la fois cette idée d'adaptation, c'est-à-dire de résistance aux risques physiques, mais également de transformation et de transformation dynamique. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les discours de stratégie d'entreprise, c'est quelque chose qui parle, à savoir on est aujourd'hui dans des situations où il va falloir se transformer, non seulement pour rentrer dans des trajectoires compatibles avec l'ordre de Paris, mais également pour diminuer son risque, diminuer son exposition à ces risques physiques, ces risques de transition. Donc, on voit qu'il y a une espèce de convergence qui commence à se dessiner, et je pense qu'évidemment, ça soulève beaucoup de questions et un certain nombre de complexités, mais que ça va dans le bon sens, puisque ça devrait, je pense, nous permettre à atteindre une certaine convergence des sujets. Merci David pour ce regard et cette vision sur une dizaine d'années d'intégration, de prise en compte progressive et d'évolution de la manière de positionner cet enjeu adaptation, dans cette tension aussi par rapport aux objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les stratégies d'atténuation. Et on va avoir l'occasion de revenir dans un deuxième temps sur la question que tu esquisses sur finalement comment continuer à avancer et quels sont les leviers sur lesquels ces entreprises en particulier que tu connais bien vont continuer à travailler à partir des années qui viennent. Est-ce que tu souhaites commenter aussi sur ces différentes ressources en quelques mots ? Bien sûr. Ce qui était intéressant également, c'est que la première publication d'EPE sur l'adaptation date de 2014. Donc, on pourrait considérer que ça commence à dater, mais du coup, justement, cette webconférence a été l'occasion pour moi de m'y replonger un petit peu. Et beaucoup de choses étaient encore d'actualité. Donc, je pense que c'est toujours une ressource intéressante parce qu'elle est illustrée de beaucoup de témoignages d'entreprises, que ce soit la SNCF, les énergéticiens, les électriciens, les gestionnaires d'infrastructures, et également les financiers, comme tu le disais, Léo, les assureurs ont toujours été en premier point pour ce sujet. Également intéressant ensuite de voir effectivement qu'on rend compte que ce sujet ne peut plus être aujourd'hui considéré, je dirais, en autarcie. Donc, ce sujet de résilience devient bien sûr de plus en plus prégnant, donc d'où ce lien avec ce deuxième rapport qu'on a publié pour le coup très récemment, en juillet 2020, sur la relance post-Covid et sur justement cette perception des sujets extra-financiers, où on voit clairement un certain nombre de convergence apparaître. Et également, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de sujets, et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard, des ressources qui sont intéressantes justement pour voir où est-ce qu'on peut brancher, articuler ces différents sujets. Et donc, il y a évidemment cet enjeu de la neutralité carbone, mais également toutes les discussions qu'ils peuvent avoir aujourd'hui sur la préservation de la biodiversité. 2021 sera une année clé sur le sujet de biodiversité. Et on voit que même si les sujets ont leur spécificité, il y a clairement des sujets sur lesquels ils se rejoignent, et ça peut être à la fois faire sens en termes je dirais, de conscientisation du sujet, mais également d'efficacité opérationnelle, de pouvoir avoir ces approches clés. Et peut-être un dernier point pour conclure, ça c'était des travaux EPE, donc 2014.
on a laissé un petit peu de l'eau couler sous les ponts depuis. Et ce qu'on a surtout vu, c'est dans les dernières années, c'est que les entreprises étaient peut-être au début de la décennie 2010 dans des démarches d'analyse de risque, de compréhension de ce qui allait les frapper, et que depuis, elles sont aussi passées à des enjeux et à des étapes de mise en place, de développement de solutions. On a également vu des entreprises mettre en place des nouveaux business. Je pense, vous mentionnez les assureurs. La filiale AXA Climate, a développé toute une activité liée à l'assurance paramétrique. C'est des assurances qui permettent de déclencher automatiquement des remboursements quand des seuils physiques sont dépassés. Donc, ça permet d'éviter justement toute cette phase d'analyse de dégâts. Et là, il y a encore beaucoup d'activités également dans le terme du conseil, de l'accompagnement, que ce soit sur l'engineering, sur la conception, voilà, où on voit qu'il y a tout un écosystème qui commence à s'établir autour de l'adaptation. Et ça aussi, je pense que ce sont des bonnes nouvelles illustratives de la maturité que prend le sujet. Merci David pour ces éléments de remise en perspective et les travaux que vous accompagnez auprès des grands groupes. Je vais maintenant solliciter Céline Phillips de l'ADEME pour approfondir cette question des ressources opérationnelles, pour prendre en compte cette thématique au niveau des entreprises, et pas uniquement des grands groupes, l'ensemble des entreprises, des PME, des ETI, avec quelques travaux menés récemment sur lesquels Céline va nous faire un petit panorama. Merci Léo, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation ce matin au webinaire. Pour démarrer peut-être cette petite présentation des ressources, je vais revenir sur quelque chose que Léo a déjà présenté, qui est la norme ISO 14090. Donc, l'ADEME a contribué au développement de cette norme parce qu'il nous semble que ça peut être finalement un levier vraiment intéressant pour les entreprises françaises, parce que non seulement donc dans cette norme sont décrites les meilleures pratiques identifiées au niveau international, mais il y aura aussi la possibilité, en utilisant cette norme, de montrer donc à vos clients, à vos partenaires, que vous êtes sur la bonne route des bonnes pratiques d'adaptation. Donc, du coup, depuis 2019, à l'ADEME, cette norme est le fil rouge du travail qu'on a conduit pour commencer à réfléchir comment accompagner les entreprises et dans leurs démarches d'adaptation au changement climatique. Et la slide que vous voyez à l'écran donc fait partie de cette démarche d'explication du contenu de la norme. Et donc, c'est un travail qu'a conduit iCare en 2020, donc un recueil vraiment très clair. Donc, merci à iCare pour la qualité du travail, où ils reprennent à la phase de diagnostic, donc les méthodes de diagnostic qui existent aujourd'hui, que peuvent utiliser les entreprises. Et ça nous semblait important de prendre le temps d'expliquer ça clairement aux entreprises, parce que parfois, il y a une confusion créée par le fait qu'il y a une terminologie différente selon les méthodes, que ce soit la méthode d'évaluation des risques, qui est la méthode utilisée historiquement pour l'évaluation des risques naturels et qui utilise des termes de probabilité d'occurrence ou gravité. La méthode qu'on utilise le plus souvent dans la communauté d'adaptation qui vient de l'IPCC, qui est l'évaluation des vulnérabilités, où là on parle d'exposition et vulnérabilité, et la méthode d'analyse des seuils, souvent utilisée pour les infrastructures, où on parle d'aléas climatiques et seuils de fonctionnalité. Donc, en regardant bien, il nous semblait que quand même, finalement, ces méthodes, donc il y a quand même suffisamment d'éléments de fond comparables pour qu'on puisse avec confiance recommander aux entreprises de les utiliser toutes. Et après, on est allé étudier ce que font les entreprises françaises, comment elles utilisent ces méthodes aujourd'hui, dont ICAD. Donc, merci beaucoup à Joséphine d'être présente ce matin pour parler de leur expérience.
en réalité, donc, les entreprises finalement utilisent ces méthodes de manière combinée. Donc, du coup, on se rend compte que il y a finalement beaucoup d'activités de diagnostic et de méthodes et outils qui existent aujourd'hui. Là, à l'écran, vous voyez donc le type de tableau qu'on a dans le recueil. Donc, à Aker, on peut identifier 17 ressources en 2020 qui sont mises à disposition aujourd'hui aux entreprises. Donc là, vous avez donc un aperçu du tableau qui concerne les outils de diagnostic sectoriels. Et il y a aussi des outils multisecteurs. Donc, par exemple, pour juste détailler sur les outils sectoriels, vous voyez, j'espère que vous le voyez clairement, donc l'outil BATADAPT qui a été développé par l'Observatoire de l'immobilier durable, donc qui est un bel outil pour les acteurs de l'immobilier. Et la deuxième ligne, c'est la plateforme AWA développée par le projet AgriAdapt par Solagro et ses partenaires. Donc, ça, c'est des outils qui ont une approche sectorielle et puis plus approche entreprise. Donc, juste pour en mentionner deux, donc, il y a un outil qui s'appelle Climabilité, dont vous avez peut-être entendu parler, développé par le CCI Alsace dans le cadre d'un projet Interreg. Et l'outil MyCris, développé par Carbone 4. Donc, tout ça pour vous, voilà, donc clairement présenter les outils qui existent aujourd'hui pour que les entreprises n'hésitent pas à commencer leur travail de diagnostic. Et donc, comme l'indique la slide, donc le recueil est disponible dans la médiathèque de l'ADEME. Merci Céline pour ce panorama et cette synthèse des différentes ressources identifiées pouvant être utilisées dans certains secteurs avec un certain niveau de difficulté, de complexité, dans l'optique d'essayer de répondre à des questions assez opérationnelles qui peuvent se poser au niveau des entreprises. Je vais donc maintenant passer la parole à Joséphine Brune qui va nous présenter un retour d'expérience opérationnel sur la façon dont le travail de prise en compte de la vulnérabilité au changement climatique a pu être mené depuis 5 ans. Je te passe la parole, Joséphine. Merci Léo. Je vais peut-être juste faire un petit rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou peu. ECAD est un acteur de l'immobilier. On est filiale de la Caisse des dépôts et consignations avec 3 métiers. Tout d'abord celui de foncière tertiaire. Nous avons un patrimoine immobilier qui est essentiellement en Île-de-France, mais avec une présence tout de même sur l'ensemble du territoire et une spécialisation notamment dans les parcs d'affaires tertiaires. Nous avons une foncière santé, c'est notre première foncière santé d'Europe, avec un patrimoine aussi essentiellement en France, mais également en Italie et en Allemagne. Donc, on est propriétaire de murs, de cliniques, d'EHPAD et d'autres bâtiments de santé. Et puis, nous sommes également promoteurs, logement essentiellement, mais aussi du tertiaire, des établissements publics et aussi un petit peu d'aménagement. Par conséquent, c'est vrai que le sujet du climat et du changement climatique est très important pour nous de par le produit et les services que nous vendons. Donc cette démarche, finalement, elle a été déclenchée par une confluence d'éléments en 2015, en commençant par la COP21, qui nous a alerté, qui a alerté tout le monde d'ailleurs sur l'urgence du changement climatique et sur le besoin de s'adapter au changement inéluctable finalement, quelles que soient les mesures d'atténuation que nous mettrons en place ou que nous mettons en place. On avait aussi les projections des assureurs et des éléments qu'on recevait notamment par des organes comme le club VITEC, qui est le club Ville, Territoire, Énergie et Changement Climatique de I4CE. I4CE, c'est l'Institut de l'économie du climat, qui a été fondé par la Caisse des dépôts également. À ce moment-là, on a également participé à l'intégration de la stratégie d'adaptation
dans le plan climat de la ville de Paris. Nous participons à Paris Action Climat et nous avons d'ailleurs été un des premiers signataires de la charte. À l'époque, nous travaillions également avec l'ALEC, donc c'est l'Agence locale d'énergie et du climat de Plaine Commune, sur leur volet adaptation au changement climatique. Et en parallèle, nous avons fait un gros travail à ce moment-là sur la révision de notre stratégie RSE. Et on a mis en place une matrice de matérialité qui nous permet de croiser les enjeux environnementaux et sociétaux importants pour nos parties prenantes internes et pour nos parties prenantes externes. Et effectivement, en croisant ces données, l'adaptation au changement climatique était un des sujets à fort impact. Et donc, avec tous ces éléments-là, on s'est dit, finalement, ce serait peut-être intéressant qu'on regarde la vulnérabilité de notre patrimoine. Et on a croisé à ce moment-là Carbone 4, donc via I4CE, qui effectivement est son cabinet expert en tous les sujets liés au climat, carbone et climat. Et ils nous ont proposé une méthodologie qui, à l'époque, était très innovante pour faire une analyse des risques et de la vulnérabilité de notre patrimoine aux aléas climatiques. Donc, on a pu lancer cette première cartographie, cette première analyse en 2016 sur notre patrimoine d'Île-de-France, parce qu'à l'époque, on était vraiment essentiellement en Île-de-France, en croisant les aléas climatiques de la région et quelques caractéristiques inhérentes du bâtiment, c'est-à-dire leur âge, la typologie de construction et l'environnement immédiat qui pourrait aggraver ou réduire ce risque. Je vous donne comme exemple, les îlots de chaleur sont des facteurs aggravants. Ce n'est pas un aléa climatique en soi, mais c'est un facteur qui va venir aggraver l'impact de l'aléa de pic de chaleur. En 2017, on a également ECA de promotion qui travaillait déjà de longue date avec Cercal sur le référentiel NF Habitat. Et en 2017, ils ont révisé leur référentiel et intégré un outil de résilience qui permet ou qui pousse en tout cas les maîtres d'ouvrage à prendre en compte les aléas climatiques principaux sur leur patrimoine. En 2018, on a aussi continué l'analyse des risques du patrimoine de la foncière tertiaire en y ajoutant les travaux ou les actions prévues et ou réalisées sur notre patrimoine qui venaient du coup pondérer ce risque qu'on avait déjà identifié en 2016. Donc on appelle ça, on est passé du risque brut au risque net qui nous permet d'avoir une liste restreinte des bâtiments qui sont réellement vulnérables aujourd'hui et qui ont besoin d'actions et ou de travaux. Et puis en parallèle, on a également travaillé, toujours avec Carbone 4, sur une première version d'un catalogue de solutions pour nos développeurs, pour nos opérationnels, pour des solutions techniques, des solutions fondées sur la nature, des solutions d'organisation et de gestion également pour notre patrimoine existant à mettre en place pour adapter nos métiers au changement climatique. Et puis en 2019, et jusqu'à ce jour d'ailleurs, on a rejoint un groupe de travail de l'OID, donc c'est l'Observatoire de l'immobilier durable dont a parlé Céline tout à l'heure, un groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique et qui a notamment développé cet outil BATADAPT que vous avez déjà vu et qu'on a pu tester en 2020 pour faire l'analyse du risque brut donc sur le patrimoine de la foncière santé, qui, elle, a des particularités, notamment vis-à-vis du confort des occupants, puisqu'on a dans les bâtiments de santé des populations assez vulnérables et assez sensibles. Et puis, depuis fin 2020, du coup, nous continuons cette démarche et nous travaillons sur la mise en place d'une feuille de route plus large pour l'ensemble du groupe. Prochaine slide, merci. Donc la méthodologie, comme toute démarche d'amélioration, pour savoir où on veut aller, il faut savoir où on est. Donc on commence par l'analyse, par la mesure. Donc c'est ce qu'on a fait avec Carbone 4 en 2016 et puis en 2018 et puis en 2020 avec l'outil BATADAPT de l'OID, ce qui nous a vraiment permis d'avoir une vision globale sur les principaux aléas climatiques et les principaux bâtiments les plus vulnérables pour pouvoir mettre en face des actions d'adaptation. C'est la deuxième étape.
Alors, il y a pas mal d'actions qui sont déjà prévues et de par la nature nous permettent d'adapter nos bâtiments de façon assez transparente. Mais on a également fait évoluer nos pratiques. Je vous ai donné quelques exemples ici. Sur nos parcs d'affaires, on a une centaine d'hectares de parcs d'affaires, dont un petit peu moins d'une vingtaine qui sont végétalisés, arborés. Et on a travaillé avec CDC Biodiversité pour que lorsqu'on ait des nouvelles plantations, on mette en place des espèces qui soient évidemment endémiques, mais surtout qui vont être un peu plus résilientes face à ces évolutions climatiques, tout en maintenant leur fonctionnalité de rafraîchissement pour créer des îlots de fraîcheur et leur fonctionnalité vis-à-vis de la faune locale. Je vous ai donné un exemple aussi d'ICA de promotion qui, dans le cadre d'un aménagement, l'aménagement de la Riche près de Tours, a fait surélever des bâtiments et même quelques voiries aux alentours pour répondre au risque d'inondation. Et puis par ailleurs, avec nos directions techniques, on travaille sur l'inertie du bâtiment pour assurer le confort thermique, sur la ventilation naturelle, le brassage de l'air, les réseaux urbains, l'intégration d'énergies renouvelables, la récupération de chaleur, autant de solutions qui vont permettre à nos bâtiments d'être plus résilients. Et donc, la suite de cette démarche, cette stratégie de résilience qui va être un peu plus globale, une fois qu'on a mesuré et qu'on a identifié et prévu et ou mis en place des actions qui vont nous permettre de gérer et de réduire les risques, c'est ensuite d'intégrer la résilience et les actions d'adaptation dans les process opérationnels des différents métiers avec leurs spécificités qui vont nous permettre d'anticiper les besoins dès la conception de nos bâtiments ou dès l'acquisition de nouveaux actifs. Et puis de définir des indicateurs qui vont nous permettre de suivre et de piloter toutes ces actions dans le temps, avec évidemment également un volet de sensibilisation pour accompagner la montée en compétences de l'ensemble de nos collaborateurs sur le sujet. Merci beaucoup, Joséphine, pour ce regard assez complet, également le chemin parcouru depuis 2015, avec le rôle des parties prenantes, dont on voit également comment les parties prenantes de l'entreprise amènent à finalement à pousser ou à, en tout cas challenger de plus en plus ce qui est fait tant du côté des acteurs institutionnels, la ville de Paris, le rôle de la COP21 également comme point d'accélération de la prise de conscience, et également le rôle des assureurs. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant de voir comment finalement l'écosystème des acteurs qui gravitent autour d'une entreprise peut jouer un rôle déclencheur et accélérateur. Et puis d'autre part également le temps nécessaire et les étapes successives d'analyse et de réanalyse que vous avez menées en interne qui permettent de co-construire une stratégie de plus en plus affinée et localisée même sur vos activités. On souhaite poser une deuxième question à nos intervenants sur une question relative à l'accélération de la prise en compte de cet enjeu autour des leviers, des facteurs clés de succès que eux peuvent percevoir de leur regard respectif. Alors pourquoi une accélération notamment alors pour plusieurs raisons. Hein. D'une part, on a une conscience de l'importance de ces risques climatiques, de ces risques physiques qui pèsent sur les entreprises, qui est clairement installé. Ici, vous avez un visuel synthétique d'un rapport qui s'intitule le Global Risk Report, qui est publié chaque année par le Forum économique mondial, juste avant le Forum de Davos, et qui présente le point de vue et la perception d'un millier de dirigeants d'entreprise sur les risques majeurs qui pèsent sur leurs activités. Donc on voit depuis 2017 que les événements extrêmes, qui sont un des marqueurs forts du changement climatique, sont positionnés en première position et que cette première position n'a pas été remise en cause en 2021, malgré l'année 2020 que nous connaissons, et en tout cas sur la pandémie mondiale, qui fait une immersion. Hein, ici, on le voit arriver en 4e position des risques, mais finalement, les événements extrêmes et l'incapacité d'une action climatique à la hauteur des enjeux restent depuis plusieurs années les enjeux majeurs. Donc la prise de conscience, elle est clairement installée, mais ce qui semble plus complexe, c'est le passage à l'action, avec deux éléments au niveau d'une part des grands groupes
et d'autre part également des PME et des ETI, un certain nombre de publications, ici on en a mentionné 2, qui permettent finalement de voir comment de la prise de conscience et du fait que oui, effectivement, c'est un enjeu, on a une difficulté pour rentrer dans l'opérationnel, avec du côté des grands groupes, c'est une enquête de 2018, eh bien, seulement 13% des entreprises qui ont des résultats distincts selon les pays d'opération. Donc on voit que sur le caractère opérationnel, on finit, voilà, on est encore un peu loin de l'approche et de résultats possibles. Et puis 3% seulement de ces entreprises qui considèrent plusieurs horizons temporels et plusieurs scénarios climatiques, donc une capacité de projection qui reste encore assez compliquée et assez marginale pour explorer différents scénarios. Et puis du côté des PME et des ETI, un baromètre BPI France qui a d'ailleurs été réactualisé en 2020, des dirigeants qui anticipent un impact fort du changement climatique sur l'entreprise à assez court terme, hein, d'ici 5 ans, mais seulement un tiers qui ont mis en place des actions pour y répondre, avec un certain nombre d'obstacles qui sont identifiés, certains d'entre eux, hein, le manque de temps, l'incertitude sur l'évolution de la réglementation, le manque de moyens financiers, pour n'en citer que 3. Donc, face à ce constat, à la fois de l'importance du sujet, mais en même temps de la difficulté du passage à l'action, on souhaitait réinterroger nos intervenants. Et je vais repasser la parole à David sur sa lecture des enjeux à considérer pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans cette démarche, et puis des retours d'expérience en complément de celui d'ICAD que vous avez identifié, qui permettrait d'avoir une accélération du passage à l'action sur la prise en compte de cet enjeu. Merci Léo. Et effectivement, ton point est très bon. Aujourd'hui, je pense qu'on a globalement parmi la population française, les acteurs économiques, une prise de conscience. Mais prise de conscience ne veut pas dire action ni réaction. Et là, je pense qu'on se retrouve un peu dans une espèce de tragédie des horizons, mais qui cette fois ne s'applique pas à l'atténuation, mais à l'adaptation. Et là, c'est peut-être aussi lié à une dimension spécifique de l'adaptation, c'est que beaucoup de solutions d'adaptation demandent des investissements très tangibles, que ce soit sur les opérations et les équipements. Et du coup, c'est des choses qui s'anticipent, qui se préparent et où on a peut-être une réelle difficulté opérationnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être sans doute dans cet état intermédiaire entre prise de conscience et le moment où les actions vont vraiment être tangibles. Donc, quand on regarde d'un point de vue entreprise, donc aujourd'hui, je pense que si on fait un peu ces enjeux stratégiques à regarder côté adaptation, le fait d'évaluer la sensibilité de ces sites est clairement dans le radar des acteurs. Il y a beaucoup d'outils, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Batadapt. Là où il y a peut-être encore un enjeu à résoudre, ça va être le sujet des chaînes d'appro. Bien sûr, là, on se retrouve dans des choses qui peuvent être beaucoup plus atomisées, qui peuvent être internationaux, et qui, en termes de gestion du risque, vont être plus complexes. Là encore, il y a des outils qui existent. Et je pense par exemple à une entreprise qui s'appelle 427 qui travaille avec des gestionnaires de portefeuille pour justement pouvoir faire des analyses de façon très transversale sur toute une chaîne de valeur en fonction de la localisation des sites des fournisseurs. Et ça paraît aujourd'hui effectivement quelque chose qui va se développer, mais c'est complexe. Et je pense aussi c'est un certain nombre de gestionnaires de fonds qui font cette analyse-là. J'ai en tête Trucost, hein, donc la filiale de Standard & Poor's qui fait de l'évaluation de risque ESG, qui pour un certain nombre d'investisseurs réalise des analyses de toutes les sociétés en portefeuille
des risques auxquels ils sont exposés. Et ensuite, ces investisseurs vont aller demander à leur société en portefeuille leur plan d'adaptation, leur diagnostic. Voilà, donc on sent qu'il y a également cette conscience au niveau des investisseurs qui permet finalement aux entreprises d'aider à prendre le sujet. Ensuite, une fois au-delà de ce premier niveau de diagnostic et de sensibilisation, il y a cet aspect de quand on fait un diagnostic, le diagnostic, ça va nous donner le risque de vague de chaleur, le risque d'inondation, etc. Et que ces risques physiques, ensuite, il faut les traduire en risque opérationnel, en risque financier. Et c'est là aussi où, techniquement, ça demande des réflexions. Et effectivement, par exemple, j'avais un exemple d'une entreprise membre de PE qui avait finalement identifié effectivement le risque de vague de chaleur comme étant le plus matériel pour eux, parce que sur le processus technique de fabrication, à partir d'un certain seuil, le processus de climatisation du bâtiment pouvait plus suivre, et à ce moment-là, le processus de fabrication lui-même devenait impossible. Donc, on avait vraiment un arrêt technique, donc du coup, qui peut être là chiffré de manière directe, associé à des vagues de chaleur. Et donc là, on arrive vraiment à ce troisième point, voilà, sur l'intégration des plans d'adaptation dans les processus et organisations, où une fois qu'on a identifié les risques, qu'on a vu comment ça allait se traduire, comment est-ce qu'on intègre ça dans son fonctionnement? Parce que là, on retrouve ce sujet de la tragédie des horizons, où même quand on sait ce qu'il faut faire, il faut pouvoir ensuite le faire au bon moment. C'est-à-dire, pour illustrer ça, j'ai l'exemple en tête de la SNCF qui a récemment relancé des travaux sur l'adaptation. Et ce qu'ils font, c'est sur leurs différentes lignes, ils ont identifié les travaux qu'il y aurait besoin de faire pour mieux s'adapter, mais ils ne les lancent pas de manière, je dirais, programmatique. Les analyses sont faites, les chantiers sont prévus, et soit lors des temps de maintenance je dirais, périodique et prévue, ils intègrent cette notion, ou surtout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est quand il y a des dégâts liés à des événements climatiques, typiquement les inondations qu'il y a eu dans le sud-ouest de la France, et dans la manière de réparer, de remettre en état, comme cette analyse a déjà été faite, on ne va pas faire de la reconstruction à l'identique. C'était cette notion de build back better qu'on retrouve également dans des notions. Mais je pense que ça illustre de façon très explicite, en ayant anticipé, en s'étant préparé, quand le risque se matérialise, là, on est capable, parce qu'on s'est préparé, de remettre en état à la fois rapidement, ce qui est de l'adaptation, mais de la remettre en état différemment que ce que c'était avant. Et là, effectivement, on passe de l'adaptation à de la résilience. Et ça, je pense que c'est vraiment aujourd'hui la marque d'entreprise qui arrive à optimiser au maximum cette intégration d'adaptation. Et évidemment, ensuite, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette thématique où les entreprises sont de plus en plus sollicitées sur beaucoup d'enjeux environnementaux, sociaux, et tout ce qui peut amener de la structuration, de la convergence, des synergies entre les réactions des entreprises, c'est extrêmement positif, à la fois en interne pour arriver à vendre ces sujets, parce que souvent c'est de ça, mais également dans l'efficacité de mise en place. Donc voilà, donc là on a parlé adaptation, atténuation, biodiversité. Clairement, on pensait là, sur un de nos gros points là, sur le côté EPE, c'était avec les travaux sur la neutralité carbone, où on avait mis en évidence que les roadmaps sectoriels d'un certain nombre de secteurs n'étaient pas cohérentes entre elles, parce qu'elles reposaient tous sur l'utilisation de la biomasse en substitution à l'utilisation d'énergie fossile. Et quand on intègre des paramètres d'adaptation, on se rend compte qu'en France, il y a également aussi un enjeu d'adaptation des ressources agricoles et forestières, des essences.
par rapport aux effets du changement climatique. Et donc, non seulement on n'a pas aujourd'hui pas assez de biomasse pour répondre à ce qui avait été prospectivé par un certain nombre d'acteurs, mais aussi ces ressources, même si on avait des plans de développement, elles vont se retrouver impactées par le changement. Donc, on voit clairement que c'est des éléments qui sont intrinsèquement liés et dont on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et au niveau biodiversité, aujourd'hui, c'est un sujet qui, je pense, de façon très admirable, qui a pu gagner en visibilité en très peu de temps. Et sur ces sujets, il y a tout ce qui va être les Natural Climate Solutions qui permettent, dans certains cas, d'allier de la biodiversité à de l'atténuation, à l'adaptation et l'adaptation. Et ça, je pense, c'est toutes les solutions qui peuvent générer des co-bénéfices, puisqu'on parlait souvent ça, d'un bénéfice central et de co-bénéfices. Aujourd'hui, c'est des choses clés parce qu'on a là, les entreprises sont sollicitées sur multi-sujets et toute solution qui permet d'adresser simultanément différents enjeux, ça a énormément de valeur et ça va en avoir encore plus. Merci David pour ce regard que tu portes. Moi, j'ai notamment retenu deux points importants. Le fait qu'une accélération sur le passage à l'action au niveau des entreprises peut venir et pourrait venir de façon assez rapide. On l'a vu aussi dans une certaine mesure avec ce que nous présentait Joséphine, d'une forme de pression, d'exigence qui s'installe de façon plus forte au niveau des investisseurs et des acteurs financiers qui sont en train de s'outiller en parallèle pour eux orienter leurs décisions d'investissement. Et puis, une convergence assez forte sur adaptation biodiversité. Le mot a été évoqué tout à l'heure aussi, les solutions fondées sur la nature, qui permettent de travailler dans une certaine convergence d'intérêts, si j'ose dire, et qui peut être aussi un axe intéressant pour ces entreprises qui vont chercher des co-bénéfices sur un certain nombre d'actions dans ce domaine. Je vais passer la parole à ECAD une nouvelle fois pour rééchanger peut-être sur repréciser, approfondir ces leviers qui ont permis d'initier une telle démarche et puis des facteurs clés de succès pour une entreprise qui souhaitait passer à l'action, entrer dans une phase de diagnostic et d'intégration de cet enjeu dans sa feuille de route stratégique. Oui, merci. Effectivement, je vous ai donné quelques exemples ici. En commençant par l'atténuation, j'ai mis l'atténuation pour deux raisons. Et on en a déjà parlé un petit peu. La première, c'est qu'on ne fait pas d'adaptation sans faire de l'atténuation. On pourrait, mais ce serait vraiment contre-productif. Je vous donne un exemple. Dans les bâtiments, un de nos risques les plus majeurs, c'est les pics de chaleur. Et comment assurer le confort des occupants? On pourrait mettre de la clim partout. Effectivement, ça serait une solution d'adaptation, mais ça va complètement à l'encontre de notre stratégie d'atténuation et de la stratégie d'atténuation nationale plus généralement. Donc, il faut vraiment commencer par l'atténuation. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai mis, c'est que nous avons chez ECAD déjà de très fortes ambitions en termes d'atténuation. Nous avons une trajectoire 1,5 degré conforme à la stratégie nationale bas carbone pour la foncière tertiaire. Nous travaillons également sur une trajectoire pour la promotion, ce qui est nettement plus compliqué. Et nous avons une culture RSE très forte chez ECAD. Pour vous dire, on est un groupe de 1200 personnes et on a 15 personnes à temps plein qui font du développement durable. Donc, une équipe transverse développement durable, des responsables de développement durable ou RSE au sein des différents métiers qui accompagnent la mise en place opérationnelle. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs et des opérationnels qui ont vraiment cette culture RSE bien intégrée. On les forme en continu sur le sujet et puis de façon encore plus importante, ils participent activement à l'élaboration de nos stratégies. On remonte les informations et on prend en compte leurs conseils et leur retour d'expérience. Et donc ça aide vraiment pour la mise en place de la stratégie d'adaptation, mais finalement de toute stratégie environnementale et ou sociétale. Information, expertise. Il y a énormément d'informations. Alors, à l'époque, quand on a commencé, il y en avait moins, mais on a participé très rapidement et puis on continue de suivre les travaux dans le domaine et on s'implique activement dans les réflexions pour notre secteur pour vraiment être au cœur des évolutions
des outils, des processus, des méthodologies, de la réglementation aussi. Et vraiment, on a constaté dans les 2-3 dernières années qu'il y a une multiplication des ressources. On a aujourd'hui avec nous le PE et l'ADEME. On a travaillé avec Carbone 4 au début de la démarche. Aujourd'hui, on travaille avec ICARE. On participe au groupe de travail de l'OID, de l'Alliance HQE-GBC. On travaille avec le plan Action Climat de Paris. On a lancé dernièrement en partenariat avec l'APC, donc à ne pas confondre avec l'APCC. C'est l'Agence parisienne du climat qui travaille du coup sur le développement d'une plateforme en ligne accessible à tous et gratuite sur des solutions d'adaptation pour la ville dense. Donc ça, c'est en cours. Ça s'appelle Adaptaville. On vient de changer le nom, c'est Adaptaville. Voilà, il y a l'ONER, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, le Centre de ressources de l'adaptation au changement climatique, auquel participe l'ADEME notamment. Enfin, voilà, il y a vraiment une multiplication de ressources, de publications, les publications de I4C, je mentionnais tout à l'heure, d'outils. On a vu les outils présentés par l'ADEME. Et on a de plus en plus d'experts qui sont là vraiment pour nous accompagner. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à plonger parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. À disposition de leurs clients pour les risques climatiques. La mesure et l'analyse, je reviendrai juste très brièvement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans mesure, sans analyse, on ne sait pas où on va, donc c'est vraiment la base de toute stratégie, c'est par là qu'il faut commencer. L'analyse des risques, ça on connaît bien dans les entreprises, l'analyse des risques, mais c'est surtout les opportunités et il faut vraiment sortir out of the box, comme on dit en anglais, de sortir des sentiers battus. Nous, on travaille beaucoup avec notre équipe innovation en interne qui nous aide à retrouver un peu cette créativité pour réfléchir à des nouveaux services, comment accompagner nos clients, développer des nouveaux business models qui vont être compétitifs et de vraiment trouver l'opportunité dans ce qui pourrait être, ou ce qui est d'ailleurs une contrainte. Et donc, je reviens sur ce que disait David à l'instant. Les opportunités, c'est aussi la mutualisation des solutions, parce qu'effectivement, on a énormément de contraintes aujourd'hui, malheureusement, et en particulier dans le métier de l'immobilier. Enfin, je ne peux que parler de l'immobilier, mais les solutions d'adaptation, fort heureusement, sont souvent aussi des solutions d'atténuation ou des solutions pour favoriser la biodiversité ou des solutions qui vont nous permettre de gérer les eaux de pluie, etc. Donc, plus on peut identifier les co-bénéfices, plus une ou plusieurs solutions vont répondre à plusieurs enjeux plutôt que de devenir des contraintes supplémentaires. Et ça pour les opérationnels, les acteurs du terrain, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, j'en viens aux acteurs du terrain. C'est important de les embarquer. C'est vraiment important. On échange régulièrement avec les différents métiers et vraiment ceux qui doivent mettre en place ces solutions pour comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont les spécificités qui sont vraiment liées à leur métier au quotidien, pour ne pas alourdir les process qui sont déjà aujourd'hui, qui sont nombreux et qui sont déjà assez complexes, et pour essayer d'intégrer le sujet de la résilience de la façon la plus transparente possible pour eux. Sans ça ne fonctionnera jamais. Merci beaucoup pour ces conseils et ce regard assez complet. Je retiens notamment un point qui me semble vraiment important sur cette thématique de l'adaptation au changement climatique, c'est qu'il y a aussi des opportunités qui sont à saisir, à la fois pour construire des solutions qui répondent à plusieurs enjeux, mais également, comme l'évoquait David, pour imaginer ou en tout cas proposer des nouvelles manières de faire ou des nouveaux modèles économiques parce qu'ils sont potentiellement nécessaires, à la fois pour répondre à des enjeux d'atténuation, mais également d'adaptation. Donc, on parle beaucoup de risques, mais il y a aussi effectivement un point sur les opportunités qui est à regarder aussi pour le présenter de manière aussi peut-être plus positive au sein des entreprises. On va terminer cette table ronde et ces échanges avec l'intervention de Céline autour du regard qu'elle porte et que l'ADEME porte sur ces différents leviers, ces différents facteurs de succès
et puis quelques travaux qui sont en cours et qui pourraient intéresser certaines entreprises à très court terme en 2021. Oui, merci Léo. Comme l'a dit Joséphine, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui. Néanmoins, ça nous a semblé important à l'ADEME d'en créer d'autres. Donc, tout à l'heure, on a parlé du recueil qui explique les différentes méthodes de diagnostic et résume les outils disponibles aujourd'hui. Mais on a aussi, en 2019, publié un recueil cette fois-ci autour du concept de capacité d'adaptation. Donc, c'est un concept phare dans la norme ISO 14090. C'est important que les entreprises développent non seulement des stratégies et des actions d'adaptation, mais aussi une réflexion globale sur leur capacité d'adaptation. Donc, ce recueil dont vous voyez la page de garde à l'écran, donc approfondit ce concept et vous donne, pareil, 4 cas d'études d'acteurs économiques qui ont développé leur capacité d'adaptation. Là, il n'y a pas d'outils, par contre, disponibles aujourd'hui. Peut-être il y en a maintenant, mais il n'y en avait pas en 2019. Et un travail qu'on a démarré fin 2020 avec le bureau d'études Climate Adaptation Consulting. Ils sont en train de regarder quels sont les processus de prise de décision et de planification par une entreprise aujourd'hui quand ils abordent l'adaptation au changement climatique. Là, ce matin, on a eu l'illustration très claire de comment ICAD a cheminé depuis 2015 sur l'adaptation. Donc, on est en train d'essayer de comprendre comment ça se passe aussi dans d'autres entreprises pour en faire un recueil et des conclusions de méthode sur comment décider et planifier l'adaptation. Et tout ça, donc, on espère, nourrira votre envie, votre capacité à utiliser la norme 14090. Sur un autre plan, donc cette fois-ci un guide méthodologique qui est dédié aux acteurs des filières agroalimentaires. Donc là, on a fait le choix avec les collègues qui s'occupent d'agriculture à l'ADEME de travailler à l'échelle de la filière agroalimentaire. Ça nous semblait une échelle intéressante pour travailler parce que comme on l'a vu tout à l'heure, de l'adaptation impacte toutes les étapes d'une chaîne de valeur du coup, tous les acteurs d'une filière peuvent être concernés par les impacts du changement climatique. Donc, dans le guide sectoriel que vous voyez à l'écran, vous trouverez donc une proposition de méthode de diagnostic et de planification d'une trajectoire d'adaptation qui a été testée auprès de 3 filières en France. Donc là, à l'écran, vous voyez aussi 2 autres ressources qui pourront vous intéresser. Une fois par mois, on publie une veille mensuelle. Donc, c'est une revue de presse internationale. Qu'est-ce qui s'est dit sur l'adaptation au changement climatique? Et puis aussi une étude des acteurs français de l'adaptation au changement climatique qui partent à l'international, donc qui exportent notre savoir-faire, notre expertise dans le cadre des différents fonds internationaux. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour terminer, on a aussi un appui financier, en plus des appuis pédagogiques. Ici, donc, quelques projets phares. Déjà, donc, dans la colonne à gauche, vous voyez 3 expérimentations qui ont lieu en ce moment donc, dans différentes régions qui sont pilotées par mes collègues des directions régionales concernées. En Hauts-de-France, il y a une expérimentation sur accompagner l'adaptation de grands sites touristiques. En Nouvelle-Aquitaine, là, donc, démarre une expérimentation d'adaptation de filières agroalimentaires avec justement le guide méthodologique que je viens de vous présenter. Et puis, en Grand Est, donc là, l'ADEME est en train de retravailler avec la CCI Alsace qui avait développé l'outil Climability. La CCI travaille avec Carbon 4 en ce moment pour développer une méthode un peu plus approfondie que les outils actuels qui s'appellera OCARA.
Et là, donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt en janvier, une expérimentation en cours avec des entreprises en Grand Est. Côté recherche innovation, je le mentionne même si à ma connaissance il n'y a pas d'appel ouvert en ce moment, mais si vous êtes concerné par ces différents appels, gardez vraiment à l'esprit qu'il y a en maintenant systématiquement une opportunité de travailler sur l'adaptation, que ce soit dans notre appel à projet de recherche sur les bâtiments responsables, sur les biomasses, sur la finance ou sur les aspects sciences humaines et sociales des transitions écologiques, économiques et sociales. Le programme investissement d'avenir, donc là on prépare actuellement le programme d'investissement d'avenir 4 et on va y inscrire l'adaptation. Et dans le troisième programme, il y a eu plusieurs opportunités de commencer à travailler sur l'adaptation, notamment dans le concours d'innovation qui est adressé aux PME. Et enfin, donc, le plan de relance, l'adaptation, donc il faut vraiment fouiller pour le chercher, pour le trouver dans les appels à projets du plan de relance, chose qu'on a essayé de faire pour vous. Par exemple, l'appel à projet Bon diagnostic carbone qui concerne les exploitants agricoles, même si ce n'est pas explicite dans le titre. Il y a bien sûr un accent sur accompagner le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et aussi la séquestration du carbone pour les exploitants agricoles. Mais cet appel à projet permet aussi d'être accompagné sur le diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation, si on le souhaite. Le fonds de tourisme durable, donc là, une fois qu'on aura établi notre réseau de partenaires, donc il y aura la possibilité pour les hébergements touristiques, encore une fois, d'être accompagnés pour la phase de diagnostic et pour bâtir un plan d'action sur des actions à externalité environnementale positive. Et là, typiquement, il y a des actions d'adaptation, mais qui ne sont pas nommées adaptation. Comme vient de le mentionner Joséphine, chercher des alternatives à la climatisation tout en gardant le confort thermique à l'intérieur des bâtiments en pleine canicule. Donc, c'est un enjeu important pour tous les bâtiments en France, notamment les hébergements touristiques. Donc là, c'est le type d'action sur lequel le Fonds tourisme durable pourrait aider les acteurs des hébergements touristiques à commencer à mettre le pied à l'étrier. Puis enfin, donc les PME, donc il y a un appel à projet qui leur est dédié dans France Relance. Et donc, je vous encourage, si vous êtes concernés, à aller voir. Donc, il n'y a pas de restrictions thématiques. Vous pouvez, par exemple, être accompagné pour la mise en œuvre d'une norme et pourquoi pas par la mise en œuvre de la norme 14090. Voilà un exemple. Donc, je vous encourage à explorer toutes ces opportunités. Merci Léo. Merci Céline pour cette présentation, à la fois des expérimentations concrètes où là, il s'agit bien d'accompagner le passage à l'action et la confrontation au sein de sites touristiques ou d'acteurs dans la filière agroalimentaire avec ces enjeux et la prise en compte de ces enjeux, et puis également un focus spécifique du côté de l'ADEME au niveau de l'accompagnement des PME au sens large sur la transition écologique, avec en particulier la question de la prise en compte de l'adaptation. Bravo et encore merci à tous nos intervenants pour avoir tenu le timing. Ça nous permet d'avoir une vingtaine de minutes pour répondre à certaines des questions que certains d'entre vous ont posées dans le chat. Je vais passer la parole à ma collègue Alessia pour une première question. Oui, merci à tous aux intervenants pour ce que vous avez partagé avec nous et pour les participants pour avoir posé vos questions. Donc, on a une première question pour Joséphine concernant la méthodologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur la méthode que vous avez utilisée pour passer du risque brut au risque net et concernant les indicateurs que maintenant vous utilisez pour
suivre votre stratégie, enfin déjà les risques, l'évolution des risques et potentiellement votre stratégie de résilience, si vous avez déjà des exemples d'indicateurs. D'accord. Pour la méthodologie, je n'ai pas tous les détails puisque c'est le travail de Carbone 4, c'est leur expertise, mais effectivement, ils ont pris l'analyse des risques bruts et on leur a fourni en face de la liste des bâtiments qui en est ressortie comme étant les plus vulnérables et les prioritaires, ceux pour lesquels on avait déjà réalisé des actions. Je vous donne un exemple. On a un bâtiment qui était à risque d'inondation par remontée de nappe. Et donc, ça concernait essentiellement les équipements qui étaient en sous-sol et notamment une chaufferie gaz. Sauf qu'on avait déjà dans notre plan d'action, et je pense que depuis ça a été réalisé, on avait déjà dans notre plan d'action prévu de remplacer cette chaufferie par de la géothermie, par une pompe à chaleur. Du coup, plus du tout au même endroit et dont le risque en termes d'inondation était minime. Donc finalement, on est venu pondérer ce risque d'inondation du bâtiment qui avait été identifié comme étant particulièrement vulnérable avec l'action qui est réalisée, qui a permis de diminuer le risque suffisamment pour que ce bâtiment soit plus dans la liste des bâtiments prioritaires. Après, dans la méthodologie exacte de la pondération, ça je ne peux pas vous répondre, c'est l'expertise de Carbone 4, c'est leur méthodologie. Et sur la question des indicateurs, alors je n'ai pas été claire tout à l'heure, je pense, la définition des indicateurs n'a pas encore été réalisée, c'est la suite du travail qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, on a fait tout ce qui est mesure, analyse de notre patrimoine existant. On a encore un travail d'analyse sur le risque net du patrimoine de la foncière santé qui doit être réalisé. Et puis, on aura également un travail d'analyse d'intégration de l'analyse dans les bâtiments de la promotion qui sont projets en cours. En face de ça, on a les plans d'action réalisés ou en cours. Et la suite de la démarche qui est en cours, en fait, qui n'a pas encore été mise en place, c'est effectivement l'intégration dans les processus, dans les cahiers des charges, par exemple, de la promotion, de travailler avec les bureaux d'études, les architectes, et puis de définir ces indicateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé, mais c'est un sujet important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est compliqué, puisque l'adaptation en soi, c'est une multiplicité de sujets. Donc, quand on a des indicateurs, il est difficile d'identifier un indicateur adaptation. Par exemple, si j'ai un bâtiment qui est particulièrement à risque pour les pics de chaleur et que je mets des protections solaires, il est possible que dans mon plan d'action, ces protections solaires étaient déjà prévues pour réduire les apports de chaleur, pour réduire le besoin de climatisation et en fait avec l'objectif de réduire la consommation électrique du bâtiment. Donc c'est en fait un indicateur lié à notre stratégie bas carbone, c'est lié à l'atténuation. Il se trouve que ça permet d'adapter le bâtiment aussi. Par ailleurs, si je végétalise une toiture, ça va peut-être être plus pour augmenter la surface végétalisée dans le cas de nos indicateurs biodiversité. Donc, on va avoir un indicateur biodiversité. Il se trouve que ça permet d'adapter le bâtiment aussi. Donc, d'identifier des indicateurs qui sont vraiment spécifiques à l'adaptation, c'est complexe, mais il faut qu'on se penche dessus, notamment parce que c'est une demande de la taxonomie européenne qui n'est pas encore sortie, elle a été un petit peu retardée. Mais effectivement, il nous demande d'identifier des indicateurs. Et ce qui est d'autant plus complexe, c'est que le sujet de l'adaptation, c'est un sujet dans le temps. Donc, de savoir si un bâtiment est adapté aujourd'hui au climat de 2030 ou 2050, à moins d'être en 2030 ou 2050, c'est compliqué. Alors que l'atténuation, on peut savoir tout de suite d'une année sur l'autre si on a réduit notre bilan carbone, par exemple. On peut savoir tout de suite sur la biodiversité si on a augmenté nos espaces verts et le nombre d'insectes qu'on peut compter d'une année sur l'autre. L'atténuation, c'est plus complexe. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore répondu à ces questions. Et voilà, ça fait partie des travaux qu'on doit réaliser. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, on a une deuxième question, toujours pour ICAD, mais qu'on pourrait aussi poser à David. Donc, une fois qu'on a identifié les risques, quel processus décisionnel on met en place pour identifier et prioriser les actions d'adaptation? Voilà, est-ce que vous avez utilisé des méthodes spécifiques pour hiérarchiser un peu les axes d'intervention? Et pareil pour voilà, David, si tu as un retour d'expérience d'entreprises qui ont commencé ce travail de, voilà, une fois réalisé un diagnostic, comment on passe à l'action, comment on priorise les actions
n'hésitez pas à compléter. Écoutez, je peux vous dire ce qu'on a fait pour notre métier. En fait, ça rentrait très naturellement dans les processus qu'on a déjà en place. Une fois qu'on a reçu la liste des bâtiments les plus vulnérables, ils sont prioritaires, on a croisé tout simplement cette liste avec nos plans d'action qui sont révisés annuellement et qui sont en général sur 5 ans à peu près, 5 ans de travaux, pour voir quels étaient effectivement les travaux déjà prévus sur ces bâtiments-là et si ces travaux déjà prévus pouvaient au moins en partie ou complètement répondre à la réduction ou la gestion du risque identifié. Et lorsque ce n'était pas le cas, lorsqu'on n'avait pas de travaux prévus qui vont dans ce sens, du coup, d'identifier quelles seraient les actions ou les travaux à prévoir sur ces bâtiments-là et de les intégrer au plan d'action qui existait déjà. Donc, il y a eu un travail avec Carbon 4 sur l'identification des solutions d'adaptation qui, je le disais tout à l'heure, sont des solutions par ailleurs d'atténuation, de biodiversité, etc., qu'on retrouve, et puis ce sont des actions qu'on connaît, mais le tout, c'était d'identifier dans ces solutions qu'on connaît déjà sur quels risques elles vont avoir d'impact et sur quel lot du bâtiment, donc sur les murs, sur la toiture, sur les menuiseries, etc. Donc juste de préciser un petit peu comment les solutions vont impacter le bâtiment et réduire le risque. Donc un travail avec Carbon 4 et puis un travail avec notre direction technique à la foncière tertiaire qui révise ses plans d'action régulièrement. Merci Joséphine. David, tu veux compléter? Est-ce que tu as un retour d'expérience d'entreprise qui sont un peu à cette étape de passage à l'action? Je pense ce que Joséphine a dit est très vrai. Là-dessus, en fait, il faut être juste très pragmatique. Une entreprise, c'est compliqué, il y a beaucoup de process, les gens ont beaucoup de choses à faire, donc s'intégrer dans l'existant, identifier des plans dans lesquels on peut s'inscrire, c'est ce qui marche à chaque fois. Et peut-être un retour d'expérience récent, ça fait surtout penser en fait aux discussions qu'on a pu avoir au cours des 12 derniers mois sur l'aspect Covid, où clairement il y a dans les premiers temps d'urgence, etc., il y a un certain nombre de projets qui ont pu être mis en suspens au profit des actions d'urgence dans certains cas. Là, tout de suite, effectivement, il faut se poser la question de comment ensuite on va pouvoir réintégrer dans le business as usual, dans les stratégies de relance, de recovery, ces enjeux-là pour qu'ils fassent du sens. Donc là, effectivement, et c'est ça qui est intéressant d'écouter Joséphine, c'est que c'était très pragmatique et très intégré. Et il n'y a pas je pense, de solution magique sur ce sujet-là. C'est la façon de le faire. Merci beaucoup. On a une question pour Céline sur les ressources mises à disposition par l'ADEME et notamment l'existence d'un fonds adaptation au changement climatique. On a une question, est-ce que c'est une ressource qui existe bien, qui est disponible? Alors, comme je l'ai décrit, oui, les directions régionales de l'ADEME maintenant, de plus en plus, financent des travaux d'accompagnement de l'adaptation au changement climatique. Donc, du coup, même s'il n'y a pas sur le portail Agir de l'ADEME une vitrine de cette opportunité, sachez qu'elle existe. Il ne faut pas hésiter à contacter votre direction régionale avec vos projets et voir comment ils peuvent vous accompagner. C'est bien une thématique prioritaire pour l'ADEME, en plus de toutes les priorités qu'on a déjà et que vous connaissez. Et voilà, donc et aussi en plus des financements offerts maintenant par le plan de relance. Merci. Nous avons une autre question qui, je pense, était en lien avec ce que David disait sur l'impact que des vagues de chaleur peuvent avoir, par exemple, sur les business d'une entreprise, donc les coûts financiers aussi liés aux impacts du changement climatique. Et est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être
à un moment remettre en cause le business model en lui-même si on s'aperçoit d'une vulnérabilité aussi importante. Je vais poser la question, voilà, n'hésitez pas à répondre. Joséphine, je ne sais pas si vous êtes si vous avez déjà été confrontée à ce type de considération, ou David, si auprès de vos membres, il y a un peu ce questionnement au-delà de créer, de mettre en œuvre des solutions de résilience, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir vraiment au business model? On l'a dit, et je pense que c'est un peu ce qui ressort des différents témoignages, c'est que l'adaptation, c'est des enjeux locaux, territoriaux. Donc, abandonner un business model, forcément, on est à un échelon un peu plus macro. Donc, je pense que quand on dit en termes d'abandon, je dirais, c'est plutôt, on va se positionner en termes de projets, où là, clairement, certains projets peuvent être soit profondément modifiés, soit effectivement abandonnés quand on se rend compte qu'en termes d'adaptation, ça peut poser des enjeux. Et ça on rejoint le sujet de l'analyse des risques. Pour ce qui est des business models, je n'ai pas vraiment en tête d'exemples comme ça. Et surtout, quand on parle de business model, je pense que c'est des analyses multicritères où, bien sûr, l'adaptation va jouer. Mais là, clairement, on va plutôt rejoindre des sujets d'atténuation ou voire plus globalement. Là, ce qui me fait penser directement, là, c'est, je me souviens, une annonce d'Unilever l'année dernière où ils avaient annoncé qu'ils réfléchissaient à se débarrasser de certaines de leurs marques qu'ils considéraient comme n'étant pas durables ou pas éthiques. Voilà, bon, on n'est pas encore dans l'abandon de business model, mais voilà, je pense plutôt focus territoire, et plus on s'éloigne du territoire, plus les analyses vont être multicritères. Merci. On a une autre question sur la... Alessia, je me permets, allez-y. je ne suis pas certaine d'être complètement en ligne avec la question posée, néanmoins, juste un autre exemple sur un modèle économique, mais territorial. Donc en 2016, l'ADEME avait primé, dans le cadre des trophées de l'adaptation au changement climatique, le parc naturel régional du Vercors, parce que ce parc naturel régional a animé un grand travail de concertation des acteurs pour réfléchir à un nouveau modèle économique qui auparavant était basé sur le tout-ski. Et comme il y a une réduction forte de l'enneigement depuis quelques décennies, les acteurs se sont rendus compte et ont cherché ensemble à évoluer et à développer un nouveau modèle économique. Donc, ils restent quand même dans le tourisme, mais ils vont vers le tourisme 4 saisons avec une offre qui inclut, en plus des activités sportives de plein air, une offre culturelle et puis en lien avec l'artisanat du Vercors. Donc, il y a quand même quelques exemples comme ça. Sur les filières agroalimentaires, c'est vrai qu'il y a une opportunité, nous semble-t-il, de changer de business model. Et c'est pour ça que du coup, ça nous semble intéressant d'accompagner les filières agroalimentaires aujourd'hui. Donc, avec cette expérimentation en Nouvelle-Aquitaine qui démarre. Je vais juste rajouter effectivement que le changement d'un modèle économique pratiquement du jour au lendemain, hein, si on parle en année, en un ou 2 ans, c'est très compliqué. Hein, on peut difficilement changer, enfin, c'est le mot changer de modèle, mais on peut le faire évoluer. Et puis on peut, et c'est ce qu'on fait chez ICAD, on peut développer des modèles économiques en parallèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde sait que la crise Covid a bouleversé la façon dont les bureaux sont utilisés. ICAD, c'est une foncière tertiaire, foncière bureau. C'est vraiment notre spécialité. Évidemment, on ne va pas jeter à la poubelle notre modèle économique actuel, mais on a bien compris aussi que
voilà, le modèle classique de on a des bureaux, on loue quelques milliers de mètres carrés à un locataire qui va être là 5 jours sur 7, de 7h à 19h, ça ne va plus marcher comme ça pour tout le monde. Donc, on le maintient, ce modèle économique, parce que pour certains, c'est toujours nécessaire. En revanche, en parallèle, on travaille également sur le développement de nouveaux business et de nouvelles offres qui fonctionnent complètement différemment et qui peuvent répondre à ce nouveau besoin qui a été identifié. Donc, ce n'est pas forcément de tout changer ou tout chambouler, mais on peut faire évoluer des parties du modèle économique et ou en parallèle développer des nouveaux modèles qui peuvent fonctionner ensemble. Merci. On a aussi une autre question sur plutôt la prise en compte des coûts structurels liés au changement climatique. C'est vrai qu'il y a des coûts au niveau un peu macroéconomique liés à la dégradation des ressources naturelles, la perte de biodiversité, qui souvent sont pertinents pour les entreprises, mais qui sont difficiles à caractériser. Si peut-être ce n'est pas la bonne échelle d'action. Est-ce que vous avez des idées de ressources ou d'études qui sont en train d'être menées sur ces questions et que les entreprises pourraient utiliser pour prendre en compte ou connaître ces coûts un peu macroéconomiques du changement climatique? Notamment, oui, Céline, si vous avez des ressources en tête, des études menées par l'ADEME, par exemple. J'avoue que je n'ai pas entendu le début de là, j'étais en train de noter les autres intervenants ont dit. Je suis désolée, est-ce que vous pouvez recommencer la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des études de l'ADEME sur le coût des impacts du changement climatique sur les ressources naturelles, par exemple la dégradation de la biodiversité, des coûts un peu macroéconomiques? Alors, sur la question spécifique de la biodiversité, donc ça fait pas c'est pas dans le périmètre de l'ADEME. Donc non, nous ne disposons pas d'études et j'ai pas connaissance d'études des impacts du changement climatique sur la biodiversité. Là où on commence à réfléchir plus à la nature, c'est parce que il y a cette volonté à la fois française, européenne et internationale de promouvoir des solutions d'adaptation au changement climatique qui donc, utilisent les services écosystémiques ou qui sont fondés sur la nature. Donc, voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Donc, on commence à réfléchir à cet aspect-là des choses. Et pareil, non, on n'a pas. C'est la partie la plus difficile, c'est d'analyser les coûts. Et c'est encore. Donc, tout le monde se débrouille pour l'instant. Donc, voilà. Donc, nous, on n'a pas de méthodologie simple et de bonnes pratiques à partager, malheureusement. Peut-être dans un an ou deux, mais pas pour l'instant. Et c'est vrai que ça reste un sujet important et pas uniquement pour les problématiques d'adaptation, d'arriver à monétariser ces externalités qui peuvent impacter l'entreprise. Hein. On a aussi des externalités liées à la non prise en compte de risques de transition, liées à des réglementations plus contraignantes sur l'atténuation, qui peuvent également se traduire assez directement en impact financier pour l'entreprise. C'est le cas sur l'adaptation, ce sera peut-être le cas demain sur la biodiversité. Dans certains secteurs, ça semble de toute façon assez ça devient de plus en plus critique, notamment peut-être dans les filières agroalimentaires où les pertes sont chiffrables en termes de récolte, etc. Là-dessus, sur ces secteurs en particulier, je pense qu'il y a des éléments qui viennent. Et puis l'autre élément également, c'est les publications peut-être des assureurs qui, eux, voient aussi d'année en année monter leur charge de prise en compte de dépenses et de couverture des risques au niveau des différentes entreprises et qui là est aussi une autre piste. Hein, je pense à des travaux publiés il y a 1 ou 2 ans sur la Fédération française de l'assurance qui, elle, fait clairement un constat et des projections sur leur capacité ou leur non-capacité à répondre
à la prise en charge des dommages liés à des événements extrêmes qui sont étroitement corrélés au changement climatique. Il nous reste 2 minutes et je vais repasser la parole à Gaëlle pour quelques éléments de conclusion, et je remercie en tout cas de nouveau les intervenants et l'ensemble des participants. Donc vous étiez nombreux ce matin, et on vous remercie également de votre présence. Et on espère en tout cas que ces échanges ont permis d'alimenter vos réflexions sur ce sujet important.